لا إله غيره يا من أتاني دون سر خيره صل وسلم ولتبارك سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وصحبه والأنبياء وسرته المقدمات ربيا وهو الذي سميته بالبدء يا من قدرت بسما كبده يا الله يا من لا إله غيره يا من أتاني دون دير خيره صل وسلم ولتبارك أبدا على الذي تقديمه منك بدا وهو الذي سميت بالبادي والآل والسبب بلا انتهاء وكن معيذني بحق الأسفل وانصر علينا بركات البسملة وسل يا رحمن وتسلمي على النبي حبيب كل مسلم وهو الذي سمعته المجيب والآل والسبب ومن يجيب وانصر علي بركات الفاتحة والقلم خير باب فاتحة وسل عليهم وتسلم على الذي به كتبت السلم وهو الذي سمعت بالدياء والآل والسب ذوي الحياء وانصر علي بركات البقرة يا من يوجه لغير سفر وغيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. ربنا زدنا علما وعملا وأدبا وطعما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah. Alors, petit détail important, le dernier replay de la lecture de la réfutation de Mohammed ibn Abdel Wahhab. Je vais avoir un petit peu du mal à la sortir, je sais pas pourquoi avec mon téléphone j'ai du mal, mais j'ai vu qu'avec ma tablette j'y arrive, donc Inch'Allah ta'ala. On va faire en sorte de, comment dirais-je, de mettre ça rapidement, comme ça la playlist sera finalisée. Et là, alhamdoulilah, on va pouvoir commencer une nouvelle lecture. Ça nous semble important de l'aborder. Et on va devoir, en fait, on va présenter en deux temps. La première chose, c'est le pourquoi de cette lecture. La deuxième, c'est présenter l'auteur et son fils qui a permis l'édition et la traduction de ce texte. Tout premièrement, quel est l'objectif de cette lecture? C'est que lorsque l'on parle de la confrérie mouride, la confrérie qui prend racine dans l'héritage, l'enseignement du Cheikh Ahmed Bamba radiallahu anhu, il y a beaucoup de fantasmes, de contre-vérités qui malheureusement sont souvent véhiculés par des membres de la confrérie. Des fois des problématiques d'orthodoxie, un certain type de discours, etc. Et très bien pu se contenter, ce qu'on fait, par ailleurs, de prendre les textes de Cheikh radiallahu anhu et de les enseigner, sachant que c'est ce qu'on fait déjà de base, avec le Touba Taverny, le centre islamique, l'Institut islamique Touba Taverny, avec aussi le pendant le pendant en ligne de cet institut. Il y a une dara en ligne, un institut en ligne,
où sont enseignés des ouvrages de Cheikh al-Khadim et l'héritage classique traditionnel sunni que l'on peut trouver en général en Afrique, du Maghreb, Afrique de l'Ouest, voire Andalousie. Moi, j'inclus l'Andalousie tout simplement parce que énormément de nos grands savants euh, sont andalous, des références. On a énormément de bonnes références qui sont andalouses. Et je tiens à le préciser aussi parce qu'on a commencé une lecture avec un commentaire d'Darouri, de l'imam Juzay, qui, à notre sens, est en lien aussi avec Cheikh al-Khadim, pour la simple et bonne raison que il est cité, alors pas nommément, mais certaines il a, dans son ouvrage Munawwir al-Sudur, Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu, évoque la notion de maratib at-tawba, des degrés de la tawba, que l'on peut trouver en fait chez Ibn Juzay dans son Qawl al-Fiqhiyya. Et nul doute que le cheikh était instruit, connaisseur de cet ouvrage-là, qui est un ouvrage qui est très apprécié en fait dans le monde maliki, mais qui souffre en fait de commentaires. Allah, bref, l'idée c'est l'activité principale que nous avons en fait tourne autour des ouvrages de Cheikh al-Khadim, traduction, commentaires. On est d'ailleurs toujours en fait dans une collecte de fonds pour pouvoir éditer l'un des premiers ouvrages qui est finalisé. Et on a pas moins comme une dizaine d'ouvrages, euh, vraiment une dizaine d'ouvrages avec commentaires que l'on voit et que l'on revoit, avec objectif de tous les éditer et même d'aller plus loin, de continuer à faire de l'édition sur un certain nombre d'ouvrages qui sont à venir, Inch'Allah. Et pourquoi ne pas faire tout simplement cela? En fait, c'est que ici l'intérêt, c'est de se pencher sur des travaux d'un savant classique mouride, une formation classique mouride, comme sont certains de nos enseignants, et de montrer comment eux présentent le caractère orthodoxe de notre voie. Et l'intérêt ici, il a plusieurs égards en fait, c'est de présenter en fait un certain nombre de nos autorités, de montrer que lorsque nous axons nos commentaires avec une méthode de commentaire qui se veut se rapprocher d'une méthode traditionnelle en resituant les discours de les paroles de Cheikh al-Khadim dans ce sont des poèmes, donc c'est très succinct en fait. C'est une méthode qui est connue de Salat. On s'inscrit dans cette tradition-là. Et comment en fait justement nos ulémas le font. Et en fait, on veut montrer que ceci est accessible, à savoir que ce texte à la base est en arabe et que il a été traduit en français. L'auteur, euh, que les gens le sachent, c'est Cheikh Mohammed al-Muqtada, qui est né à Darou Mouhty, le 24 de Dhul Hijjah, 1366, correspond au 8 novembre 1947. Alors, Darou Mouhty, c'est, pour que vous compreniez un petit peu l'organisation des mourides, le cheikh a fait 70 chouyouk, ce qu'on appelle dans les autres turuq muqaddam. Donc, en fait, 70 personnes ont été réalisées spirituellement et qui pouvaient jouer le rôle d'éducateurs spirituels. Et étaient, en fait, ce qu'on pourrait qualifier de ces muqaddam. Parce qu'ils transmettaient la voix de Cheikh al-Khadim, ils transmettaient le Nour al-Muhammadiyya par le biais de Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu. Et donc, parmi eux, si vous voulez, ce qui se passait souvent, c'est qu'ils leur confiaient des villages où, une fois qu'ils avaient fait leur réalisation spirituelle, ils leur conseillaient de bâtir un village. Et il y a plusieurs villages comme ça, mourides, qui étaient à la périphérie de Touba et qui aujourd'hui, vu que la ville s'est agrandie, ont intégré Touba. Exemple, moi je suis, ma silsila passe par Cheikh Mohammed al-Bashir, son fils qui est resté 20 ans avec lui, qui est resté le plus longtemps, alaykoum salam, et qui est du village de Daruminan, qui maintenant en fait est dans Touba. Et à la base, c'est 30 minutes. En fait, si vous partez de la mosquée, c'est à peu près 30 minutes de la mosquée à pied. Donc avant, c'était à l'extérieur de la ville. Maintenant, c'est intégré dans la ville. Pareil pour Guédé Bousso, le village de Chambake Bousso, où se situe le tribunal.
oui, le tribunal avec des quotas, avec des peines qui sont appliquées pour les gens qui doutent de l'orthodoxie de cette voie. Sachez que au Sénégal, il y a un certain nombre de territoires où on applique la charia, notamment en matière de hudud. Et Guédé, Touba en fait partie. Donc, Darou Mouhty, en fait, est la ville fondée par Cheikh Ibrahim Fatim Mbacké, le petit frère de Cheikh Khadim, qui, dans cette ville Darou Mouhty, j'ai un lien particulier avec eux, du fait de la relation avec certains des chouyours de Darou Mouhty, et que je vois avec moi les gens de ma silsila comme étant des gardiens de l'orthodoxie. Pas que eux, évidemment, il y a aussi les gens de Guédé Bousso qui sont des gardiens de l'orthodoxie, mais il y a un certain nombre de familles comme ça, des mourides, qui sont attachés de manière manifeste à l'orthodoxie et des rangs desquels sortent en fait des ulémas qui prennent la parole publiquement et qui enseignent publiquement. Par exemple, Darou Mouhty a donné le grand alim Sirin Abdurrahman radiyallahu anhu, qui était l'un des plus grands savants de son temps au Sénégal. Jusqu'à présent, c'est une autorité, tout le monde le reconnaît. On va dire du calibre, pas de Sherba parce qu'il est plus jeune que lui, mais des élèves de Sherba. Même au niveau de Sherba dans le sens en matière de science, mais une question par respect par rapport à l'âge, etc. Et donc en fait, son père, Cheikh Fatim Fall Baké, est le fils de Cheikh Ibrahim Fatim Baké. Donc en fait, il est le petit-fils du petit frère de Cheikh Khadim. Donc en fait, il est le petit neveu du Cheikh. Le frère et homme de confiance de Cheikh Ahmadou Mamba. Sa mère, Sarna Bousso Nyang, est la fille de Serine Hassan Nyang, qui fut un célèbre mouride et maître coranique de Kadior. C'est pareil, c'est des familles savantes chez les mourides. Ils sont connus. Entre eux, ils se connaissent bien. Nous aussi, souvent, on les connaît bien. Certaines personnes ne s'attachent pas, en fait, ou n'accordent pas trop de valeur, souvent, à certaines familles qui sont vues comme des familles secondaires. Parvenu à l'âge d'instruction, Cheikh Mohamed Murtada fut confié à son grand-père Hassan Yang, qui l'initia au livre sacré, donc il a appris le Coran, comme notre tradition l'exige. Après avoir passé quelques années auprès de ce dernier, il acheva ses lectures à l'école coranique de Serine Abou Mbacké dans le village de Mboul. Après avoir mémorisé le Coran, il entreprit son instruction dans les sciences religieuses et la langue arabe. Pour assouvir sa soif du savoir, il se rend à Touba où il fréquenta plusieurs centres d'enseignement, qu'on appelle nous les majalis, notamment à Guédé Bousso. Donc, comme je dis, Guédé Bousso, qui est vraiment un lieu de science. Allah Ta'ala nous permet d'aller étudier là-bas parce qu'il y a un gros héritage, notamment en matière d'astronomie et de mathématiques. Car Cheikh Mbacké Bousso était un grand savant, euh, un grand savant du tawhid, qui est reconnu même aujourd'hui à tel point que des gens de la NASA viennent voir comment il a travaillé à son époque. Parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Quelqu'un qui, dans un lieu sans outils techniques, ait pu justement établir les horaires, par exemple. Alhamdoulilah, dernièrement, il y a l'un des descendants de la famille de Guédé Bousso qui a fait une application avec les horaires de prière se basant sur les travaux de Serine. Pour assouvir sa soif du savoir, il se rend à Touba, où il fréquenta plusieurs centres d'enseignement majalis, notamment à Guédé Bousso. Alors le terme majalis, chez les mourides, désigne en fait un cursus, un type de cursus, avec une méthode, avec un certain nombre d'ouvrages que l'on étudie. Ça peut varier les ouvrages, mais la méthode majalis, c'est en fait la méthode qui consiste à apprendre traditionnellement en fait dans les Dara Mouri. De là sortent des gens qui sont extraordinairement intelligents, qui ont une compétence totalement folle. Moi, j'ai deux de mes chouyours qui ont écrit des alfiyas, Serine Abou Kébé qui a fait une alfiya dans Usul al-Fiqh, Serine Khalil qui a fait une alfiya dans Usul al-Hadith. C'est des gens qui sont vraiment des ulémas au sens le plus pur du terme. Par la grâce d'Allah, il devint très tôt un océan de savoir brillant dans les différentes disciplines religieuses et linguistiques. En 1970, son désir d'approfondir ses connaissances l'amena au Soudan, où il poursuivit ses études dans des conditions difficiles. En 1974, il obtient son baccalauréat
et les portes de l'université islamique d'Omdurman lui sont ouvertes. Il s'inscrit à la faculté de philosophie et sociologie, dont il est sorti avec son baccalauréus licence en 1978, année de son retour au Sénégal. Arrivé au Bercail, Cheikh Mohamed Al-Murtada est admis à l'école normale supérieure de Dakar. Après sa formation pendant laquelle il a appris le français, ils ont une capacité d'apprentissage. Ces familles-là, c'est incroyable. Moi, mon cher, par exemple, c'est Abdullah Hal, le fils de Saïd Mustafa Bachir, a appris tout seul l'anglais. Parce qu'il a appris des livres, il a appris l'anglais. Je crois, en 3 ou 6 mois, il pouvait regarder CNN. Pareil pour un des fils de Salomon Jaffa. Il a fait 2 ans, en fait, à l'université de Dakar. Il parlait couramment anglais et français. Il parle couramment, c'est impressionnant. Il enseigna au lycée Maliksi de Thiès avant de devenir directeur de l'Institut islamique d'Al-Azhar dans cette ville. L'Institut islamique Al-Azhar, en fait, a été fondé par le cheikh, euh, par Cheikh Murtada, l'un des fils de Cheikh Al-Khadim, son Benjamin, son plus jeune fils. Il a fait venir des savants, notamment d'Al-Azhar, et il a fondé tout un réseau, en fait, justement, d'écoles, pour former les gens. À côté de cette fonction, il s'occupait de ses activités de prêche islamique sous l'égide de Sir Murtada Mbake, fils de Cheikh Al-Khadim. Parce que justement, comme vous venez de le comprendre, il a été directeur d'une école de Cheikh Murtada Mbake, qui est, machallah, une très grande autorité. Un très grand, un très grand da'i qui parcourait le monde pour faire da'wah. C'est le 21 Dhul Hijjah 1409, le 26 juillet 1989, que Cheikh Mohamed Murtada al-Fatim Fa'al est rappelé à Allah. Nous prions Allah de les agréer. Ses œuvres, celles qu'on va lire, la Mouridia, quintessence, réalité et perspective d'avenir, la vie de Cheikh Ibrahim al-Fati, éducation islamique, une nécessité pour la construction d'une société saine, un diwan contenant un grand nombre de ses écrits poétiques, la vie du prophète et les moralités de ses compagnons, alayhi salatu wassalam wa radiyallahu anhum, Cheikh al-Khadim et le Tawhid, Cheikh al-Khadim et le Coran. Alors, on doit ce travail-là autour de cet ouvrage-là, son édition, à Serin Ahmad Mbake, qui est son fils, et qui est aujourd'hui, à n'en point douter, l'une des plus grands savants du Sénégal et de la confrérie. J'ai même envie de dire mondial. Il est une pointure. On l'a rencontré. Allah Ta'ala nous a permis de le rencontrer, de voyager, de faire un voyage avec lui de un peu plus d'1 mois. Où on est allé ensemble. On est allé ensemble là. Euh, on a fait la Ramara ensemble. On a fait le Maulid ensemble à Médine. On, on a passé une vingtaine de jours en Indonésie ensemble. Et on a passé quelques jours aussi au Pakistan. Après lui, il est reparti dans la Allah. Et c'est quelqu'un qui est impressionnant. C'est parmi les ulémas que l'on a rencontrés, qui correspond à quand vous lisez des livres, on vous parle de tels savants du passé, ben nous, on l'a vu sur lui. On l'a vu sur lui. On a vu quelqu'un qui était rempli d'amour du prophète, alayhi salatu wassalam. Quelqu'un qui vivait des afouals. Quelqu'un qui était d'une rigueur dans son adoration. Quelqu'un que, en fait, on n'a jamais vu sortir d'un certain nombre de positions. À savoir faire des lire le Coran, lire des qasida, étudier la religion. Je ne l'ai pas vu faire autre chose. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. En fait, c'est grâce à lui que, alhamdulillah, on a le plaisir et la chance d'avoir ce livre-là qui, à notre sens, en fait, c'est extrêmement important. Ça, c'est-à-dire que c'est son fils aîné
Et il, il a vraiment il a fait honneur en fait aux travaux de son père. Et, alhamdoulilah. Pour la traduction, c'est le professeur Magui Ndiaye, son équipe. Pour ce qui est de la révision de la correction, on fait que c'est l'équipe de Darul Himma, Shafat Mambake, qui est justement l'un des frères de Mousserine, Shirou Mambake Awakebe, et Shirou Mambake Awakebe, qui est, si je ne me trompe pas, justement l'un des frères de Serine Abou, et Serine Mustafa Diop. Bonne question. Est-ce que là, voilà, j'ai pas pu vérifier. Alhamdulillah. Et en fait, on, on ne va pas faire l'économie de ne pas lire la préface. Bien au contraire, on va lire cette préface pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça va nous permettre de présenter aussi un intellectuel du Sénégal qui nous semble très important, très intéressant de connaître ses travaux, d'une part, et d'autre part parce que sa présentation est très intéressante et nous permet de contextualiser l'émergence de Cheikhul Khadim et de son tajdid, la Mouridiyya. Donc la préface, qui est de Serine Ibrahim Choub, le docteur Ibrahim Choub, ancien recteur de l'université de Dakar, donc l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, qu'on appelle UCAD, dit: les études consacrées à la Mouridiyya sont si nombreuses qu'on a pu dire à propos de leurs auteurs qu'ils formaient une confrérie de chercheurs. Donc c'est une phrase de Jean Copin, les chercheurs de la confrérie et la confrérie des chercheurs. À chacun son calife et Marx, politique africaine. Par l'épaisseur de ses travaux entamés dès 1912 et l'influence énorme qu'il a exercée sur les recherches sur la confrérie dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales, on peut à juste titre considérer Paul Marty comme le père fondateur de ces études. Paul Marty était un administrateur colonial que un certain nombre de frères algériens peut-être connaissent parce qu'il a fait ses armes en Algérie avant de s'installer au Sénégal actuel pour faire justement euh, faire, comment dirais-je, où il a écrit, il a fait des études en fait. Si je me trompe pas, il était militaire de mémoire. En tout cas, c'était un administrateur colonial qui était connaissant de la langue arabe et justement a écrit certains ouvrages comme l'Islam et les confrères au Sénégal, etc. Où il fait une étude, où il répertorie en fait. C'est assez extraordinaire, c'est des travaux qui sont intéressants parce que non seulement en fait il dit il y a tel cheikh de telle confrérie, etc. qui est dans telle région et il a des disciples dans telle région. Il recense les disciples, ce qui fait que par exemple à telle ou telle époque on pouvait compter. Euh, Vraiment, c'est incroyable. On sait que dans tel village, il a 30 disciples. Là-bas, il en a 500. Là-bas, il en a 100, etc. À la tête du bureau des affaires musulmanes, de la direction des affaires politiques et administratives du gouvernement général de l'Afrique occidentale française, il a joué un rôle décisif dans la formulation de la politique musulmane de la France en Afrique subsaharienne. Au-delà de leurs fonctions heuristiques, ces recherches visaient avant tout à mettre au service de l'administration coloniale des informations et les savoirs nécessaires à la surveillance, au contrôle et à la mise en discipline des communautés musulmanes de la colonie. Autour du concept d'islam noir, donc c'est plus ou moins lui qui initie ce concept-là, euh, qui va être repris dans une certaine mesure par Senghor, qui, dans les milieux mourides, on va dire les plus orthodoxes et les plus orthodoxes, on va se mettre à dire ça, sont très critiques des travaux de Senghor. Voire, critique, c'est le mot le plus doux on peut dire. Vraiment, c'est des critiques virulentes, là. En tant qu'héritier de cette vous pouvez, un jour où je suis d'un mauvais poil, m'entendre dire des traités de Senghor de tous les noms d'oiseaux. Autour du concept d'islam noir, Marty et les personnels du BAM, donc du Bureau des affaires musulmanes, ont constitué, alimenté et structuré l'énorme rayon islamique de la bibliothèque coloniale en Afrique subsaharienne. Ce regard, qui a informé la plupart des études sur l'islam en général et sur la Mouridiyya en particulier, se caractérise par la mise à l'écart de la bibliothèque mouride avec ses énormes corpus tributaires, iconographiques, mémoriels
et oraux qui a rempli jusqu'à saturation l'espace public sénégalais, sans compter avec sa large diffusion internationale portée d'abord par les mobilités mourides hier, les plateformes numériques aujourd'hui. La profession de foi et la revendication d'une fidélité aux piliers de l'islam qui irrigue toute l'œuvre de Cheikhoul Khadim, de Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, sont jusqu'à récemment restés l'angle mort de la recherche universitaire sur la confrérie. Effectivement, il y a dans la plupart de ces études-là, on aborde la question des marabouts de l'Arachide, etc. On analyse rarement en fait la chose sous l'angle de l'orthodoxie islamique. D'ailleurs, même ils sont présentés comme hétérodoxes d'un point de vue islamique. D'ailleurs, même c'était le cas en fait de Paul Marty, qui était assez malhonnête dans sa démarche, qui reconnaissait que certains de ses contemporains reconnaissaient comme une autorité sans nul doute, mais pouvait en même temps le traiter de non orthodoxe. C'est un paradoxe total. En tout cas, la dynamique, même au sein de la confrérie mouride, pendant longtemps, a été de présenter la confrérie non pas sous son angle orthodoxe de la conformité aux piliers de la religion, mais plutôt dans une dimension caricaturale. L'approche utilitaire de ces recherches et le regard orientaliste que le concept d'islam noir projette sur la confrérie considère comme une version édulcorée d'un islam adapté aux réalités africaines qui aurait perdu par ce fait sa fidélité au message d'Allah Azza wa Jal et aux enseignements du prophète alayhi salatu wa salam, ne sont pas étrangères aux biais pris par les études consacrées à la confrérie. C'est une chose qui est non négligeable, cette remarque-là, c'est-à-dire que malheureusement, il faut le dire, même quelqu'un comme Cheikh Anta Diop a participé à cette image-là. Malheureusement. Dans certaines de ses paroles, certains de ses propos. Et ce qui est malheureux dans le cas de Cheikh Anta Diop, c'est qu'il est le beau-fils de Cheikh Ibrahim Afal, qui est l'un des plus grands cheikhs, l'un des plus grands disciples de Cheikh Khadim. Ce n'est le plus grand disciple. Et en fait, c'est malheureux qu'on puisse trouver chez Anta Diop des affirmations, par exemple, au sujet du Hajj, qui sont totalement erronées. Malheureusement. Donc en fait, il faut comprendre que ce n'est pas seulement les éléments externes à la confrérie qui ont amené à ce genre de tromperie, mais des fois c'est même interne. Ou même, par exemple, certains mourides vont s'enorgueillir d'être la seule confrérie née en Afrique noire, fondée par un noir. Ce qui n'a vraiment pas lieu d'être en fait. Ça n'a pas de sens. La question ici n'est pas raciale. D'ailleurs, le cheikh radiyallahu anhu a une parole que beaucoup de nos chouïs répètent constamment. Le cheikh disait que ces vrais mourides ne parleront pas wolof. Dès l'apparition de la confrérie dans son berceau du Baoul oriental, l'administration coloniale, le Baoul en fait est l'un des anciens royaumes qui est devenu aussi une région actuelle du Sénégal, dont justement la Mouridia prend racine en fait dans deux régions qui sont le Kadior et le Baoul. Donc vous entendrez peut-être à un moment donné souvent ces notions-là revenir. Dès l'apparition de la confrérie dans son berceau du Baoul oriental, l'administration coloniale en a donné une lecture informée par l'expérience de sa confrontation avec le djihad réformateur et les régimes tchéddo de la Sénégambie. Cette lecture qui s'opère avec les lunettes du passé reste sourde à la parole du fondateur de la confrérie et aveugle aux actes posés par le cheikh et à ce qui n'a cessé d'être et d'affirmer. Une foi inébranlable à Allah Ta'ala, une fidélité à toute épreuve à la sunna du prophète alayhi salatu wassalam, dont il se proclame le serviteur, Khadim al-Rasoul. On va revenir sur cette notion-là. Un ancrage incontestable à une identité africaine, mais rien n'y fait. Paul Marty et ses épigones se sont montrés incapables de saisir la rupture radicale introduite par le cheikh dans la longue histoire de l'islam en Sénégambie. Cette position est largement confortée par une suspicion nourrie par la faiblesse des légitimités d'un pouvoir encore mal assuré et la mauvaise foi de ses agents subalternes, principalement composés des débris, des pouvoirs tchèddo, des faits et recyclés dans l'administration coloniale. Martial Merlin, directeur des affaires politiques, fut le principal bâtisseur de la thèse qui considérait la foi du cheikh comme un simple instrument au service de sa quête du pouvoir temporel. Dans son rapport présenté le 5 septembre 1895 devant le Conseil privé, organe consultatif de la colonie,
il établit une filiation directe entre le projet hétérotopique du cheikh avec celui de ses prédécesseurs en islam dans la région. D'ailleurs, depuis qu'Amadou Bamba nous est connu, il n'a pas eu d'autre façon de procéder que les Maba Diakhouba, les Amadou Cheikhou, les Mamadou Lamine, donc ça c'est les frères qui le connaissent, c'est Mamadou Lamine Dramé, c'est les frères Soninké qui le connaissent, les Samba Diana, etc. Soutient-il devant l'instance. Ça, tous les gens qui sont évoqués là, ce sont tous des moudjahidines, qui ont mené le djihad à l'époque dans un premier temps, contre les pouvoirs tchéddo locaux, qui étaient des pouvoirs abusifs. Euh, euh, et qui ensuite se sont tournés en fait vers les colons qui arrivaient et qui menaient la vie dure. Par une astucieuse mobilisation des phobies islamiques de l'autorité coloniale, il réussit à convaincre le Conseil que le cheikh n'avait que l'ambition de succéder à un des régimes tchéddo en décrépitude, au Kadjor, au Baol ou au Djolof. Donc Martial Merlin, c'est celui qui va justement, à cause de qui il y aura après le Conseil extraordinaire, va faire exiler le cheikh pendant 7 mois au Gabon. Quant à Amadou Bamba, lui-même, alors je fais exprès de pas prononcer correctement parce que c'est écrit A-M-A-D-O-U-B-M-B-A. Donc je le prononce comme il est écrit. C'est volontaire. Lui-même, il avait aussitôt après la disparition de la Dior, jeté son dévolu sur le Baol. Cette province était alors commandée par Cheikh Yassine Fall, Tchéddo, Brutal et Ivrogne, dont l'autorité n'était plus soutenue que par quelques favoris qui profitaient de ses vices pour rasier constamment la population. Et, en fait, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, mais de toute façon, Inch'Allah Ta'ala, on fait confiance à notre professeur. Vous allez comprendre la problématique Tchéddo, qu'est-ce qu'elle soulève. Sachant que notre professeur Ibrahim Choub est spécialiste en fait dans l'esclavage, pas les traites, mais l'esclavage. Il traite forcément à un moment donné des traites esclavagisme, mais il parle de l'esclavage en tant que tel. Et il remet beaucoup de choses en question à partir de là. Vous pouvez donc espérer prendre Amadou Bamba pouvait donc espérer prendre un jour en main la direction de la partie musulmane de la population déposée, Cheikh Yassine, devenu insupportable, et lui succéder. Enfermé dans cette logique implacable, l'administrateur colonial ne pouvait plus envisager ni faire crédit à la voie nouvelle ouverte par le cheikh. Jusque-là, les lettrés musulmans de la Sénégambie avaient le choix entre 3 trajectoires: intégrer l'appareil politico-administratif des régimes dynastiques locaux, initier un mouvement djihadiste contre la violence née des traites esclavagistes d'abord et de l'expansion coloniale ensuite au service de l'administration coloniale. Alors, effectivement, c'est les 3 possibilités qui étaient présentées. Il faut savoir que dans la région, il y avait différents types de savants, 3 types de savants qu'on va présenter une fois. La première option s'inscrit dans ce que l'historiographie a nommé l'islam de cour. Des sources diverses et concordantes signalent la présence des lettrés musulmans dans les cours royales dès la constitution des premiers régimes dynastiques de la Sénégambie. En charge de la protection magico-religieuse des cours royales, dont ils sont les conseillers et les secrétaires, ces lettrés ont acquis un poids politique de plus en plus important avec la conversion des princes et la diffusion certes lente mais réelle de l'islam dans la société. C'est-à-dire que, vous savez, dans des sociétés traditionnelles, le pouvoir temporel est toujours appuyé, soutenu, guidé par un pouvoir spirituel. Donc à un moment donné, il faut savoir que ces régimes plus ou moins animistes, soit se convertissent, ou soit même en restant animistes, veulent obtenir la baraka justement de ces personnages charismatiques sur le plan religieux. Donc en fait, c'est vraiment important de comprendre cette catégorie de savants. On les appelle les Serinlam. L'essor de et donc il y a une catégorie de ulama qui étaient dans les cours et qu'en fait qui donnaient
qui donnait place à la magistrature, à des ministres, etc. L'essor de la traite des esclaves a provoqué une fracture radicale au sein de l'élite musulmane sénégambienne. À partir du XVIIe siècle, une fraction de celle-ci, nommée Serinam, a intégré l'appareil politico-administratif de l'État Tcheddo, qu'il a distribué par diverses donations, principalement foncières, et lui a constitué une suite clientéliste dont une bonne partie était constituée d'esclaves producteurs. Cette fraction de l'élite musulmane cooptée et intégrée à la classe dirigeante, en contrepartie des avantages octroyés, s'est évertuée à justifier les pratiques prédatrices et la violence des régimes tcheddo, dont le caractère illicite au regard des règles de l'islam et de la tradition ne faisait l'ombre d'un doute. Il faut comprendre que les Serinam n'ont pas d'héritage comme peuvent l'avoir les Doumis Sorna. Donc en fait, la haute aristocratie qui religieuse. En fait, c'est les Doumis Sorna, en fait, c'est l'aristocratie religieuse qui vont donner des ulémas. Qui vont donner des ulémas. De l'autre côté, on verra les Serin Fakatal qui, elles, cette catégorie-là, représente les éducateurs. Alhamdoulilah. La seconde option est inaugurée par le mouvement Toubnan, dirigé par Nasr ad-Din, qui parvint à édifier dans tout le nord de la Sénégambie le régime des Bourjoulites, souverains musulmans. Il fut de courte durée, donc de 1673 à 1677. Donc on est sur le XVIIe siècle. Vaincu par la coalition des dynasties Tcheddo soutenue par la Compagnie du Sénégal. Soucieuse de préserver ses intérêts menacés par la suppression de la traite des esclaves décidée par le mouvement islamique. Le relais fut pris tout au long du XVIIIe siècle par des lettrés musulmans qui parvinrent à fonder des états théocratiques au Fouta Toro, au Bundu, au Massina, au Fouta Djallon. Prolongeons cette tradition au XIXe siècle. El Hadji Ul-Ma'atal et son disciple Maba Diakhouba ont chacun par la force des armes établi un pouvoir impérial sur un espace relativement étendu au détriment des régimes dynastiques. Les États qui les ont fondés ne leur ont pas longtemps survécu. En fait, alors El Hadji Ul-Ma'atal n'est pas vraiment un Domisorda, mais en fait ça représente cette aristocratie qui arrive au pouvoir et qui dit stop. Ici, ce dont Céline Ibrahim Choub parle, en fait, il évoque la révolte de Nasr ad-Din. Alors les frères, les frères mauritaniens connaissent bien cette histoire-là. C'est la guerre de Charbouba. Je crois qu'ils disent Chirboub. La guerre de Charbouba, c'est la guerre en fait qui oppose les Ahouzawa, les Awaya. Donc en fait, principalement des tribus berbères, arabisées, maraboutiques dans le sens savante, parce que mettez-vous dans la tête que le terme marabout dans cette région-là vient de Mourabbit, qui désigne en fait les ulémas. Le mot marabout que vous entendez et que vous utilisez mal n'a jamais voulu désigner un sorcier. Marabout désigne les savants dans la région d'Afrique de l'Ouest. Et même en vérité, en fait, quand on va par exemple en Algérie, les marabouts en fait sont les tribus nobles descendants des Al-Mourabbit qui sont vus comme des héros de l'islam. Donc en fait, ce mouvement politico-religieux basé sur la purification de l'âme, du cœur, etc. Et donc, effectivement, récemment, il y avait un chef qui s'appelait Mourabbit al-Hajj. Et donc, la chose, c'est la suivante. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est très important. C'est que Shah Nasr ad-Din, donc la guerre de Charbouba, oppose en fait les Hassani, les Banu Hassan. Beaucoup les gens connaissent, hein, c'est les Banu Hassan qui étaient alliés des Banu Hilal, tout ce qui est Banu Ma'aqil, etc. Toute cette invasion hilalienne dont parle Ibn Khaldoun, qui arrive dans le Maghrib, qui envahit le Maghrib, et qui va s'imposer comme une force politique incontournable. À la fin de la chute des Al-Muwahidoun, à la fin de la chute des Al-Muwahidoun, ils vont être quasiment pas les arbitres, mais ils vont être la force armée qui, lorsqu'elle prend parti pour l'un des trois royaumes, donc de mémoire, c'est le royaume de Tlemcen, le royaume de Tunis
Et au Sénégal, je crois que au Sénégal, au Maroc, c'était Marrakech, la capitale à ce moment-là. Là, voilà. Les frères qui s'y connaissent, Inch'Allah, vous ferez les recherches parce que je dis ça de tête et ça fait longtemps que j'ai pas eu ça en tête, mais il y avait effectivement trois royaumes qui se opposaient dans le Maghreb. La division que vous connaissez aujourd'hui, par exemple, Maroc, Algérie, Tunisie, peut, dans une certaine mesure, être renvoyée à cette époque-là. C'est pas, il y a pas vraiment de, il y a le Maroc où il y a une continuité historique, ça c'est un fait. Pour l'Algérie, c'est un petit peu plus aléatoire. Pour la Tunisie, ça semble plus marqué. Ce que je veux dire par là, c'est que euh, ces tribus bédouines qui venaient du Hijaz, qui avaient quitté la région du Hijaz et la région du Yémen à cause de des difficultés qu'ils connaissaient dans cette vie-là, ont cherché une vie meilleure. Mais ils avaient une vie de bédouin, avec un mode de fonctionnement de bédouin, avec un système de razzia, de raquettes, etc. Et donc, ils se sont imposés comme étant la force dans le Maghreb. Mais parmi leurs alliés, les Banu Hassan, qui eux ont continué, ils sont allés dans la région actuelle. Donc les Banu Hassan sont les derniers arrivés dans la région d'Afrique de l'Ouest, Mauritanie, Sénégambie. Petite remarque non négligeable, il faut savoir que la Mauritanie était une région tribale et dont le sultanat du Maroc avait toujours du mal en fait à avoir une emprise sur eux. Donc aujourd'hui, souvent vous avez des frères qui vous disent que oui, la Mauritanie était sous l'autorité du sultanat du Maroc. C'est plus compliqué que ça. Parce qu'en fait, c'était des tribus en fait qui étaient totalement divisées, qui n'arrivaient pas à se mettre d'accord et qui étaient souvent en conflit. Et les Banu Hassan ont envenimé la situation. Le problème, c'est que les Banu Hassan avaient un comportement qui n'était pas correct, qui était blâmable. Et autour de Nasr al-Din va y avoir un mouvement d'union pour s'opposer aux Banu Hassan. Et ils vont perdre cette guerre. Alors, ce n'est pas toutes les tribus Zawaya, donc toutes les tribus maraboutiques qui vont s'opposer. Certaines ne vont pas le faire. Mais ce qu'il faut bien saisir, c'est que les, les tribus Zawaya vont s'opposer, donc c'est les tribus entre guillemets maraboutiques, et cet héritage-là des élites religieuses qui s'opposent à on va dire une aristocratie prédatrice, s'applique en Mauritanie dans le schéma Zawaya contre Banu Hassan, et en Sénégambie, c'est religieux contre les Tcheddo. Les Tcheddo sont, pour faire simple, selon ce que m'a rapporté le professeur Bassourou Dieng, sont tout simplement en fait une aristocratie guerrière mise en place par l'aristocratie originelle de Sénégambie, qui sont en fait les Laman, et en fait l'aristocratie issue en fait de la possession foncière. Donc c'était eux qui possédaient la terre en fait entre guillemets. Avec il y a des détails, hein, je vais pas m'étendre au-delà de ça. Et parmi les Laman, il y en a un qui un jour décide en fait de prendre ses esclaves, de les affranchir et d'en faire des guerriers. En fait, les Tcheddos sont le premier phénomène de professionnalisation de la guerre. C'est-à-dire que l'organisation sociale d'Afrique de l'Ouest est basée en fait sur des corps de métier. Donc vous avez des corps de métier, chacun joue son rôle, et vous ne pouviez pas sortir si vous étiez né dans tel groupe de la société. Comme par exemple les forgerons, comme par exemple vous étiez plus des nobles. Les nobles qui en général étaient plus des chasseurs ou des cultivateurs. Si vous étiez un griot qui est une fonction, c'est-à-dire que vous ne le voyez pas vous comme un métier ici, mais c'est une fonction extrêmement importante en fait dans la communauté. Et ils ont plusieurs rôles. Ils ont un rôle de généalogiste, ils ont un rôle d'historien, ils ont un rôle aussi de juge, parce que c'est eux des fois qui tranchaient dans les conflits. Ils ont aussi un rôle de porte-parole, et ils sont un contre-pouvoir extrêmement puissant, parce qu'ils peuvent tout simplement effacer le nom d'un roi. Prenons un exemple concret. Beaucoup aujourd'hui, notamment parmi les Kémites, aiment bien dire oui, nous avons découvert, nous les Africains, là, les Amériques avant tout le monde, etc. Parce que Abou Bakr II a voyagé. Sachez que Abou Bakr II n'existe pas dans les généalogies de la famille Keita.
C'est-à-dire que les Tchedo de la famille Keta, on l'ont effacé. On ne le connaît pas. Comment on le connaît? Par des chroniques arabes. Parce qu'en fait, Mansa Moussa, rahimahullah, lorsqu'il a fait son hajj, a parlé de son frère et de son voyage à l'ouest. Alhamdoulilah. Donc, c'est ça l'idée, c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est important euh, il faut comprendre. Il y a plusieurs détails. Là, le problème, c'est que j'ai pas envie de m'étendre sur l'explication de comment fonctionne l'Afrique de l'Ouest, mais vous devez avoir ces éléments pour comprendre, en fait, la problématique du mouvement, du tajdid de Cheikh al-Khadim radiallahu anhu dans un contexte particulier où se rajoute la violence des Tchédos. À la violence des Tchédos se rajoute en fait la violence coloniale. Et si vous ne connaissez pas ça, vous ne pouvez pas comprendre comment à un moment donné, les plus grands savants de la région, les plus grands awliya de la région, pour une bonne partie ont dit, bon, on se satisfait de la présence des Français parce qu'ils ont, quoi qu'on le veuille, établi en fait une pacification. Parce que c'était des guerres permanentes. Pendant 3 à 4 siècles, c'était des guerres permanentes, ça n'arrêtait pas. Et c'est ça que va dire le professeur Ibrahim Choub, c'est que la réponse islamique, dans un premier temps, a été de répondre à la violence par la violence. La guerre de Charbouba, que perd justement les tribus Zawaya, et qui se font, qui se retrouvent en fait sous la pression en fait des Hassani. Et pareil, il y aura le cas de la révolte des Toroddo dans le Fouta Toro, qui amène dans un premier temps un système théocratique tout à fait, enfin théocratique, j'aime pas le terme, c'est plutôt nomocratique dans ma vision à moi. Je vais pas qualifier de théocratie, mais le cher Suleiman Baal, en fait, dit ce qu'il faut faire pour qu'il y ait une bonne guidée. Le problème, c'est que les Tcheddo vont immédiatement s'instruire en religion et vont maintenant, parce que la caste entre guillemets des Toroddo était le seul groupe social que tu pouvais intégrer par ton mérite du fait de ta connaissance religieuse. Et donc les Tcheddo ont commencé à devenir des Toroddo, mais ils ont totalement fait dévier la révolte des Toroddo. Et dans les deux cas, il faut se rappeler une chose, c'est que en filigrane de tout ça, il y a l'opposition à la prédation esclavagiste. Parce que ça soit les Tcheddo, que ça soit les Banu Hassan, il y avait des razzias et ils vendaient des esclaves aux Blancs. Et très très rapidement, on va dire, on ne vend plus d'esclaves aux Blancs. Le problème, c'est pas d'avoir des esclaves nous-mêmes. Le problème, c'est vendre des esclaves aux Blancs qui devenaient interdits. Parce qu'ils se rendraient bien compte qu'il y a quelque chose qui n'allait pas et il y avait les populations étaient exemptes, elles étaient saignées. Les États qu'ils ont fondés ne nous ont pas survécu. Effectivement, la plupart, en fait, ont disparu au bout de 150 ans, au maximum. Pris en étau entre les régimes dynastiques décadents et la poussée impérialiste française, ils ont succombé les armes à la main. Ahmadou Cheikhou, Samba Diana, Guilé Fatim Thiam se sont illustrés dans la même logique sans aboutir à leur fin. Ainsi, certains lettrés musulmans choisirent la solution de l'appel au djihad, contestant les pouvoirs dynastiques auxquels ils ont réussi à subsister auxquels ils ont réussi à substituer les pouvoirs théocratiques. Pour moi, on devrait plutôt parler de nomocratie lorsqu'on parle d'islam plutôt que de théocratie. La violence inhérente à cette option la disqualifie auprès des communautés paysannes trop longtemps exposées aux conséquences des conflits armés pour le contrôle du pouvoir qui ne leur apporte que désolation et dénuement. Ce qu'on appelle les badolos. C'est des gens qui sont libres et qui cultivent la terre. Le djihad n'a pas manqué de donner naissance à des États aussi tyranniques et violents que les régimes dynastiques tcheddo qui ont défait ou au pouvoir colonial qui les affronte et finit par les vaincre. Comme le cas de la révolte des Toroddo, qui malheureusement dévie totalement, très très rapidement. Je crois qu'en l'espace de 100 ans, il y a quasiment une trentaine de dirigeants. Chose hallucinante. Et en fait, il faut bien comprendre, c'est qu'à ce moment-là, le seul refuge, c'était les Dara. Parce qu'en fait, il y a une catégorie qu'on appelle les Sirin Faketal, qui sont en fait aujourd'hui, on les appelle les Sirin Dara. En fait, c'est les enseignants dans on appelle en fait Madrasa, ou Mahadara en fait, en, en Mauritanie. Et en fait, dans ce système-là,
Il faut comprendre que, pour que vous ayez une image un petit peu réelle et crue, on rentre dans un village, femmes et enfants, et en fait, on prend les gens, on les met en esclavage. C'est-à-dire que on venait, les Tchédos étaient incroyables, vraiment. C'est des comportements qui étaient vraiment d'une prédation et d'une violence. C'était incroyable. Je vous invite à regarder les travaux du professeur Bassouroudien. Il y a certains de cours magistraux qu'il a fait, notamment à Touba, à Taverny, Inch'Allah, il y a une dizaine d'années de ça, avant son décès, rahmallah, Bassouroudien. Et vous verrez, en fait, comment il parle de l'histoire des Tchédos. C'est quelque chose qui est, Allahu Akbar. C'était incroyable, en fait. Et des fois même, c'était des gens qui étaient convertis à l'islam, mais qui avaient un mode de vie, qui était, et, ce que je veux insister, c'est que, effectivement, ils venaient et des femmes, ou surtout des hommes, quand ils pouvaient fuir, parce que les hommes, en fait, souvent, en fait, n'étaient pas laissés vivants. Souvent, on les laissait pas vivants. On prenait les femmes et les enfants, on les vendait aux blancs. Ça arrivait qu'on vende aussi les hommes, évidemment. Mais souvent, en fait, on se débarrassait d'eux. Et en fait, ils fuyaient et ils arrivaient, en fait, dans les daras. Et c'est pour ça qu'il y a eu souvent tout un mouvement dans cette période-là de conversion par le biais, en fait, de ce réseau de Dara. La Dara traditionnelle en Sénégambie, c'est l'apprentissage de l'école avec euh, les travaux champêtres. La longue tradition de présence de lettrés musulmans dans les enclaves atlantiques comme Saint-Louis a ouvert la perspective de la troisième option. Celle-ci consiste à se mettre au service de l'administration coloniale, en qualité d'interprète, de traducteur, de juge des affaires civiles de la communauté musulmane urbaine. Ahmed Diagne, Anne, Bouel Mogdad Sek, père et fils sont les plus illustres représentants de cette élite musulmane. En se mettant au service de la colonie, ces lettrés ont renforcé leur prestige social et se sont mis à l'abri du besoin. Toutefois, cette mobilisation de leurs compétences et de leur capital culturel et social, estampillé islamique au service de la colonie, leur a relativement aliéné la reconnaissance d'une partie des musulmans du protectorat. En particulier, celle des populations rurales désemparées par la conjecture inédite de l'ampleur des turbulences sociales et politiques. Une petite minorité de lettrés musulmans s'est alors mis à explorer une quatrième voie, plutôt inaudite dans la région. Tournant le dos à tous les pouvoirs établis, ils ont initié une lecture nouvelle des textes religieux pour développer une critique radicale de ce monde en désordre. Alors, c'est discutable de parler de nouvelle lecture, on verra Inch'Allah. Plutôt, c'est une question d'ijtihad liée au contexte, pas vraiment une nouvelle lecture. Cheikh Ahmadou Bamba s'est révélé au cours des années 1880 comme le plus fécond et le plus déterminé de ses lettrés à proposer et vivre une alternative adossée sur une réforme totale qui ne laisse aucun aspect de la vie en l'état. Il prend une autonomie totale vis-à-vis de la voie qadriya, à laquelle son père l'avait initié pour fonder sa propre voie confrérique. C'est une première en Afrique de l'Ouest. Jusqu'ici, les leaders religieux autochtones s'étaient toujours affiliés à des confréries fondées en Orient ou au Maghreb, principalement la Qadriya et la Tidjaniya. L'exploration de cette nouvelle loi a amené le cheikh à quitter la résidence familiale de Mbacké Kadior pour, après un bref passage à Mbacké Baol, fonder Darussalam. Donc le premier village que le cheikh fonde, c'est Darussalam. En fait, Mbacké Baol et Mbacké Kadior ont été fondés par des aïeuls du cheikh. L'un par son grand-père et l'autre par son arrière-grand-père. Le village aux toponymie emblématique de la solution qu'il se propose de déployer suivant les canons d'une lecture rigoureuse des textes de l'islam. Vous constaterez que dans la géographie mouride, et en fait on a des frères qui ont fait ce genre d'études comme le docteur Moustapha Diop ou encore Céline docteur Abdul Aziz, Allahu Akbar, qui ont fait des travaux sur la géographie mouride où vous voyez que les villages portent des noms d'Arur Rahman, des noms d'Allah ou des noms de comment on appelle ça, de région du paradis, etc. Ce faisant, il rompait avec le monde en décrépitude des pouvoirs tchédo-chancelants, vernis par des guides religieux plus préoccupés par le prestige personnel et l'accès aux richesses matérielles. Le cheikh fonde alors une communauté nouvelle,
par les moyens de par le moyen de la formation, de l'éducation et de la pratique religieuse, divorçant avec les usages de l'islam en cours dans la colonie et les espaces encore sous le contrôle des pouvoirs tchéddo. Il a radicalement refusé de servir. Cette option de rupture qui se matérialise par une stratégie hétérotopique similaire à celui de nombre de ses prédécesseurs ne pouvait manquer de l'exposer au regard inquisiteur de l'autorité coloniale. Alors le concept hétérotopique, c'est quoi? C'est un concept en fait de Michel Foucault d'une localisation physique d'une utopie. Localisation physique d'une utopie. Partant de l'expérience de la confrontation qui opposa la colonie et les réformateurs musulmans tout au long du XIXe siècle, Martial Merlin a tout naturellement assimilé le projet de Cheikh Ahmadou Bamba à celui de ses précédents djihadistes. Il est d'autant plus porté à opérer cette lecture que la confrérie naissante contrecarrait la nouvelle politique administrative de la colonie, appelée à se substituer à celle des régimes tchéddo, dont le démantèlement était déjà fort avancé. Sur son instigation, la colonie envoya en 1893 à l'école franco-arabe de Tunis, les élèves les plus doués issus des milieux aristocratiques. Pour y recevoir une formation complétant celle reçue à l'école des fils des chefs et interprètes. Ancienne école des otages, créée en 1855 et fermée en 1871, et rouverte sous cette nouvelle dénomination en 1891. L'objectif visé et exprimé dans les propos du gouverneur Lamotte était de disposer d'agents autochtones de la colonie convaincus qu'il n'existe aucune incompatibilité entre leurs croyances et la science européenne et qu'ils pourront devenir de précieux auxiliaires d'une civilisation musulmane s'exprimant en français. À leur retour, ils furent placés à la tête des provinces issues du démembrement de leur pays d'origine. L'allégeance des communautés paysannes à la confrérie mouride naissante et le refus d'obéir à la chefferie indigène, patronnée par Merlin, sont les éléments constitutifs du casus belli qui mena à l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba. Donc comprenez bien en fait, les autorités locales étaient inféodées au pouvoir colonial. Et le fait qu'il y a désobéissance et même plus que ça, il y a le fait qu'il y a une bay'a, il y a une allégeance à Cheikhul Khadim qui fait qu'il se détourne au final des pouvoirs locaux tchéddo, revient à désobéir aux autorités coloniales et ils sont vus de facto comme des ennemis. Et vu leur connaissance du terrain, où ils voyaient tout acteur musulman de la région comme étant un potentiel fauteur de troubles sur le plan, on va dire, c'est-à-dire quelqu'un qui serait capable de prendre les armes, ils le lisaient sous cet angle-là. Ils ont calqué ça sur Cheikh. Les sources internes de la Mouridiyya ont largement documenté ce conflit opposant les talibés de la jeune confrérie à la chefferie indigène. Et l'histoire, c'est extraordinaire. Et des fois, ça s'opposait pas seulement en fait aux chefs, ça s'opposait même à certains chefs religieux. Pour être honnête, la première génération de Mourides, il y en a qui étaient, ils abusaient. Ils rentraient dans les daras des zaouïas des autres et puis ils disaient ton cher c'est pas un cher. Et ils allumaient un feu. Il y en a un, il allume un feu, l'autre en fait il prend un mouton et il se met au milieu du feu et il fait Allah Akbar. Ya Rabbi. Le Jadou Shakur de Cheikh Moussaka rencontre des épisodes épiques de l'affrontement. Donc Cheikh Moussaka, c'est l'un des il y a une poésie wolof au Sénégal qui est initiée justement par les chouyours et notamment Cheikh Khadim, qui dit à Cheikh Moussaka, qui était un grand lettré, un grand savant, et donc qui maîtrisait parfaitement la langue arabe. Faut savoir, dans la région, la maîtrise de la langue arabe est courante, évidemment les érudits, mais ils sont savants de la langue arabe au point, en fait, c'est une facilité, par exemple, pour eux d'écrire des poèmes, ce genre de choses. Et au début, ils écrivaient de la poésie arabe. Et à un moment, un cheikh lui a dit, parle aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Parle aux gens pour qu'ils puissent comprendre. Et c'est de là qu'est née, en fait, une poésie wolof qui respecte les règles de la poésie arabe. Ce qu'on appelle le wolofal. Le wolofal désigne deux choses.
ça désigne le fait d'écrire le Wolof avec les lettres arabes, avec l'alphabet arabe, ou la poésie Wolof qui respecte les métriques de la langue arabe. De la poésie arabe, excusez-moi. C'est dans la même année que Bamba fonda Makembari. Satan le mit en mal avec les colons, en leur disant qu'il préparait une guerre sainte. C'est cette année-là que le Ten Tanor dénonça le shir du Baoul, les chirs du Baoul, pour détruire l'islam. Il resta insignifiant devant Cheikh Babakar Tergan, Serine Mammane, Serine Aliou Diouf. Ce jour-là, il les convoqua à la place publique de Lambaye et leur dit « Je vais vous défaire de vos lakhassaï ». La khassaï, c'est un morceau d'étoffe attaché autour de la taille en guise de ceinture. Vous verrez souvent les mourides faire ça, notamment les baïfals, c'est qu'on travaille en fait. Vous voyez ça, là, les kalas là comme ça là. En fait, on le met autour de notre taille. Et par exemple, on va se mettre à travailler. C'est comme ça quand on fait la khidma en fait. La symbolique qu'on est en mode khidma, c'est qu'on retire les kalas là, on retire les écharpes. En fait, on les met autour de nos tailles, on les attache. Morceau d'étoffe attaché autour de la taille en guise de ceinture, c'était la symbole de l'acte de l'allégeance du talibé prêt au travail et de toutes sortes d'endurances, notamment la faim et la fatigue. Donc en gros, il les a menacés, je vais vous retirer en fait votre allégeance. Les sommants, séparez-vous de Charbamba, sinon je vais égorger tous les mourides. Il était complètement saoul. C'est Serine Momar Mané qui lui fit cette réplique. Tu mens, nous irons à Touba. Il est plus facile de te détrôner, de te limoger, que de faire ce que tu viens de dire. Nous persistons et nous signons. À l'instabilité politique s'ajoutait la déconfiture des mœurs, l'intensification des pratiques prédatrices exercées sur les paysans sans défense, vous associez à chercher un mode de vie alternatif dans les nouvelles communautés en formation dont la Mouridia, qui commençait à s'implanter solidement dans le Jolof et dans une moindre mesure dans le Baoul. L'administration indigène du Baoul et du Djambour, soutenue par Merlin, soumit la confrérie à une stricte surveillance qui se mua très très vite en une violente répression. Le personnel subalterne de l'administration coloniale avait rassemblé à l'intention de son parrain des éléments constitutifs du dossier qui permet de construire les chefs d'accusation contre Cheikh Ahmadou Bamba pour en faire la figure emblématique du marabout subversif. D'ailleurs, ils avaient fait une chose à l'époque, ils avaient fait une perquisition, qu'on connaît aujourd'hui, hein, et ils avaient trouvé un médicament qui était à base de menthe, de menthe qu'on avait macéré dans de l'alcool. Et pour ternir l'image de Cheikh, ils avaient fait circuler l'information qu'on avait trouvé de l'alcool dans les effets de Cheikh. Sachant que c'était pas à lui à la base, c'était à l'un de ses disciples qui avait, je pense, a dû acheter ça parce qu'on lui avait dit que c'était une médication ou quelque chose comme ça. Le genre de truc, en fait, pour frotter le corps, en fait, pour comme je crois, un espèce d'antidouleur. Il n'est dès lors pas étonnant que le rapport accusatoire rédigé par Merlin et soumis au conseil privé, chargé de statuer sur le sort de Cheikh Ahmadou Bamba, ne laisse planer aucun doute quant au danger que constituent pour la colonie les supposés agissements à visée politique de la jeune communauté. Pour Merlin, une seule solution s'offre à l'autorité et il presse le gouverneur de prendre la mesure d'urgence d'exiler Ahmadou Bamba pour ramener le calme dans le Djambour, le Jolof et l'est du Baoul, pour ne pas mériter le même reproche de tolérance excessive que prononça Faidherbe au sujet de notre attitude à l'égard de Mamadou Lamine Dramé, hein, qui nos frères sunnis qui connaissent bien, en 1886, d'enlever Ahmadou Bamba, non seulement à la région où son action se faisait le plus immédiatement sentir, mais du Sénégal même, et de l'interner au moins pour quelques années dans un pays éloigné, tel que le Gabon, où ses prédications fanatiques n'auront aucun effet. À l'époque, on parlait de péril confrérique. Les frères là qui nous parlent de... La réponse de Cheikh Ahmadou Bamba aux accusations de ses contempteurs reste inaudible aux oreilles d'une administration informée par une longue expérience des préparatifs de guerre auxquels elle a été le plus d'une fois confrontée dans cette région. Les déplacements de Cheikh Ahmadou Bamba sont interprétés à Saint-Louis comme une stratégie de mise à profit de la déliquescence des pouvoirs du Kadjor et du Baoul et du Jolof pour y imposer à son profit une souveraineté musulmane. Les éléments réunis par l'acte d'accusation constituent pour les autorités coloniales autant de preuves du projet subversif du leader religieux dont les supposés agissements fabriqués de toutes pièces ne laissent aucun doute quant à son intention achat d'armes, de munitions et de chevaux,
soumission des soldats de l'Adjor et du roi du Djolof à son ordre, adhésion à la Tidjaniya, confrérie par excellence des djihadistes du 19e siècle. Alors pour ça, il y a des détails. Premièrement, c'est qu'effectivement l'Adjor déjà avait une relation étroite avec Cheikh al-Khadim, pour la simple et bonne raison que la famille de Cheikh al-Khadim, même si c'était des enseignants, ce qu'on appelle des Serin Fakatal, donc des enseignants, des Serin Dara, des gens qui enseignaient en fait dans les écoles, de par l'héritage d'un aïeul, dans la région du Kajor, ils avaient hérité d'une place de conseiller de l'autorité. Mais ils avaient refusé d'intégrer la cour à l'époque. Juste, en fait, ce qu'ils avaient demandé, ce que l'aïeul de Cheikh avait demandé, c'est de pouvoir en fait avoir son école enseignée tranquillement. Et effectivement, il répondait et il recevait des cadeaux, etc. de la part des rois, ce qu'on appelle les damels du Kajor. Et sur cette question-là, c'est ça qui est intéressant, c'est que même tout en restant en fait des enseignants, ils avaient une relation étroite avec les autorités. Et Cheikh, même cet héritage-là, il va s'en séparer, il va se détourner de l'Adjor. Parce que son père avait cette fonction-là. Lui, il s'est dit, moi, je vais pas dans ce truc de cours, je reste en fait dans ma petite école à enseigner. Et ce qui va se produire, c'est que l'Adjor va quand même garder des contacts étroits avec lui, notamment à la veille de sa dernière bataille. Il va aller voir le Cheikh et va lui demander sa baraka, de faire dua pour lui, etc. Et normal. Et ici, c'est la chose qui est intéressante, c'est que après la chute de l'Adjor, certains alliés de l'Adjor et même ses fils vont venir vers faire bay'a au Cheikh et se mettre sous son autorité. Il y a notamment l'un des rois des rois du Djolof, etc., des Djouf, qui vont venir en fait se mettre sous l'autorité de Cheikh. Il faut comprendre que le fait, faut comprendre en fait la mentalité de l'administration coloniale, c'est pas dire qu'ils ont bien, qu'ils ont raison, qu'ils ont tort. C'est que eux, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient des anciens soldats qui ont fait la guerre contre eux venir s'allier à Cheikh al-Khadim. Rajoutez à ça que Cheikh al-Khadim, lors de son voyage traditionnel, comme le faisaient les savants de la région de Sénégambie à l'époque, lorsqu'ils avaient fini leur cursus dans la région, ils allaient faire un tour en Mauritanie pour aller étudier avec les chouïs mauritaniens, avaient effectivement pris la tariqa Tidjani en Tabarouk. Il n'avait pas fait bay'a à un Cheikh Tidjani, il avait pris la tariqa Tidjani, pas que, il avait pris d'autres turuq, mais il avait pris la tariqa Tidjani. Et en fait, ça, l'information est répandue. Et donc, en fait, ça lui donnait un cachet djihadiste parce que les Tidjani étaient connus pour faire le djihad, notamment dans la région. Ils avaient l'expérience avec Maba Diakhouba, avec le Hajj Omar Tal, etc. C'est ça, pour faire assez simple, pour être assez caricatural. En général, si vous avez quelqu'un de la région qui est Peul ou toute couleur, en général, il était Tidjani. À partir du 5 septembre 1895, Cheikh Ahmadou Bamba a enduré 11 années d'exil. Au Gabon, de 1895 à 1902. En Mauritanie, de 1903 à 1907. 20 années de résidence surveillée au Sénégal, à Tchénienne, de 1907 à 1912, et à Diourbel, de 1912 à 1927, en fait, année de son décès. Se plaçant dans une perspective diamétralement opposée à celle de l'administration coloniale, les contemporains du Cheikh ont lu dans cette année des preuves surmonter la preuve de la puissance de sa baraka. Mus par différents mobiles, les uns en quête d'un guide spirituel, les autres à la recherche d'une alternative à l'insupportable situation coloniale, des éléments de tous les groupes sociaux sont attirés par ce Cheikh, singulier par ses rapports avec les pouvoirs établis, et par sa pratique religieuse et son éthique sociale. Pour ses contemporains, ses disciples en tête, Cheikh Ahmadou Bamba a victorieusement affronté l'injustice et l'arbitraire du pouvoir colonial. La victoire est d'autant plus éclatante qu'elle est acquise sans armes, autres que la science et la crainte, la taqwa. Les capacités de Cheikh Ahmadou Bamba, ainsi démontrées, ont exercé une attraction exceptionnelle sur les masses d'hommes et de femmes pour qui le saint homme est le détenteur de la puissance mystique apte à contenir les méfaits de l'intrusion coloniale et la rapacité des tcheddos recyclés dans la chefferie indigène. L'affrontement avec l'administration coloniale n'a connu de répit qu'à partir de 1912, avec le transfert du marabout de Tchenen, Djolof, à Diourbel. Toutefois, il y est maintenu en résidence surveillée,
sans entrave à l'exercice de son culte, en reconnaissance de la contribution des mourides à la formation des troupes de tirailleurs mobilisées au Sénégal pour défendre la France au cours de la Première Guerre mondiale. Il est élevé au grade de chevalier de la Légion d'honneur le 9 octobre 1918. Il s'abstient de recevoir l'insigne qui avait la forme d'une croix, symbole du christianisme. Alors, petite information intéressante. Beaucoup aujourd'hui de Wahhabis, de Ibadou du Sénégal nous ramènent cette information pensant qu'on la connaît pas. En fait, on est au courant. On le sait pertinemment, en fait, que le cher a été récompensé. On a l'information. Elle est rapportée par nos ulémas. On vous racontez pas un truc de nouveau. Maintenant, la chose, c'est la suivante. Pourquoi est-ce que Cher a aidé la France? En fait, Cher a aidé la France de deux manières. On est lors de la Première Guerre mondiale. Lors de la Première Guerre mondiale. Et donc, on est confronté à, effectivement, ce qu'on connaît ici en France. Et la France va solliciter ses colonies. Et donc, elle va recruter des combattants. Le tirailleur sénégalais que l'on connaît aujourd'hui, c'est le tirailleur sénégalais qui date de cette époque. Parce qu'en fait, tirailleurs sénégalais, il y a deux choses. Il y a les tirailleurs sénégalais, ceux de la période de la, on va dire de, comment dire ça, des guerres de colonisation, si vous voulez. C'est-à-dire que les Français arrivent et ils vont prendre des alliés locaux pour se battre. C'est les tirailleurs sénégalais qu'on pourrait plus ou moins qualifier entre guillemets de traîtres, si vous voulez. Il y a la deuxième génération en fait de tirailleurs sénégalais qui vient justement avec la Première Guerre mondiale, qui sont pas des gens qui sont en faveur de la France, mais qui sont recrutés plus ou moins de force. Ces tirailleurs sénégalais qui sont recrutés plus ou moins de force, vous avez des chouyours, qui comme Cheiroul Khadim, lui au début en fait il avait refusé, il ne voulait pas. Et c'est justement son petit frère, je crois que c'est Imam Charoun Beyrahim si je me trompe pas, donc en fait le grand-père de l'auteur du livre qu'on va lire, qui dit il est préférable qu'on sélectionne nous-mêmes en fait des combattants pour les envoyer, parce que sinon en fait on va avoir une vague de persécution et ça va pas être tenable. Effectivement, c'est ce ils vont faire. Ils vont eux-mêmes choisir qui est-ce qu'ils envoient. D'autres chouyours comme El Hajj Maliksi vont avoir la même approche. Donc ils vont choisir eux-mêmes les gens qu'ils vont envoyer. Parce qu'en fait, c'est le pouvoir colonial, t'as pas d'option. Tu veux faire quoi? Ils avaient pas d'autre option. Soit en fait c'est eux-mêmes qui choisissaient, soit en fait le pouvoir colonial prenait n'importe qui, n'importe comment, de n'importe quelle manière. C'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que à un moment donné, le pouvoir colonial va solliciter ces colonies par une levée de fonds. Et donc, cette levée de fonds, l'objectif, on comprend bien, c'est objectif financier à l'effort de guerre. Cheiroul Khadim va donner 250 000 francs, c'est 250 000 francs de l'époque. 200 000 francs ou 250 000 francs. Ce qui correspond à plusieurs millions aujourd'hui. Parce que c'est les francs, les anciens francs, les francs basés sur les francs or de l'époque et argent. Pourquoi est-ce que le Cher fait ça? C'est parce que en faisant ça, il apporte le tiers du soutien financier de l'AOF, c'est-à-dire de l'Afrique occidentale française. Ainsi, il lève la charge sur les populations. Parce que si c'est pas lui qui donne, qui est-ce qu'on va contraindre financièrement? C'est comme aujourd'hui, c'est les classes moyennes en fait qu'on sollicite, même les classes les plus pauvres. Dès qu'il y a un effort en fait à faire, regardez dernièrement en fait, quand on parlait d'efforts de guerre il y a pas si longtemps que ça, on parlait en fait de prendre l'argent directement sur les comptes des gens. Donc en fait, c'est le Cher en fait quand il donne 200 000, c'est pour vrai. En fait, il faut pas s'y méprendre. Il n'aide pas la France. Il épargne les populations de la prédation en fait du pouvoir colonial. Donc, nos chers amis, quand vous essayez de critiquer les chouillours sur ces choses-là, renseignez-vous un petit peu. Vous ne connaissez pas très bien l'histoire. Et effectivement, il reçoit la Légion d'honneur, comme on a dit, à la date du 9 octobre 1918. Donc ça, on connaît l'information. On a
On la connaît, hein. Mais, effectivement, d'ailleurs, dans le rapport, c'est dit, hein, il dit qu'il a refusé le diplôme, il voulait même pas le prendre, le diplôme. Et on a insisté pour qu'il prenne le diplôme. Parce qu'en fait, vous recevez un diplôme et une croix. Une espèce de truc, là. Non, putain, là, ça, une espèce de pins, là. Bizarre. Cher, il a dit ça, j'en prends pas, ça, c'est contre ma religion. Je peux pas prendre ça, il y a une croix dessus, laissez-moi avec ça. Et il a pris le diplôme. Et il y a le témoignage, en fait, du colon. Cette évolution des rapports à l'administration coloniale, après tant d'années d'épreuves, la réception populaire du message du cheikh et la solide armature constituée par les disciples formés à l'école de Darussalam n'a pas empêché les maîtres de la bibliothèque coloniale de pronostiquer la fin très prochaine de la confrérie. C'est Paul Marty lui-même, en 1913, qui prononce la sentence. Écoutez bien la bêtise de ce mec-là. Ces vilains rusés se targuant de perfection et de sainteté accablent les gens par leurs multiples et diverses relations. Paul Marty a dit que on ne survivrait pas à la disparition de Cheikh. En 1881, année du rappel à Allah de son père, il était déjà un fin lettré, musulman, réputé pour son érudition et sa piété et sa distance. Ah, excusez-moi, j'ai sauté la page. C'est Paul Marty lui-même qui, en 1913, prononce la sentence. La confrérie, subsiste aujourd'hui sans guère progresser par la présence et les vertus de son fondateur. Mais Amadou Bamba, donc c'est écrit A-M-A-D-O-U, à 60 ans. Sa disparition naturelle, Cher décède, si je me trompe pas, à 72 ans. Il dit ça, 73 ans. Sa disparition naturelle ou violente peut se produire d'un jour à l'autre. Il est fort probable que la disparition d'Amadou Bamba amènera la désintégration de son mouridisme. Garde la pêche, on est toujours là, toi t'es mort là-bas. Les épigones de Marty ont par la suite misé sur l'effet corrosif des facteurs de modernité occidentale portés hier par l'école coloniale et l'urbanisation, aujourd'hui par les plateformes numériques, pour briser l'élan planétaire de la tariqa qui a survécu au rappel à Allah de son fondateur. N'en tirant aucune leçon du démenti apporté à l'augure hasardeuse du maître par l'histoire, il continue dans le contexte de la crise contemporaine de nous annoncer à nouveau la fin prochaine des confréries incapables de faire face à la montée d'un islam révolutionnaire qui prétend incarner la pureté religieuse face à la spiritualité soufie, incapable de se moderniser. Vous êtes encore à l'ouest, les mecs. Je suis désolé pour vous. Vous dormez. En fait, il faut comprendre que il y a dans l'héritage de Cheikh Khadim l'idée que le tajdid nous a été donné en héritage et qu'on doit le maintenir. C'est-à-dire que vous trouverez toujours chez les mourides des petites mains, des penseurs qui vont vous dire la khidma, on doit la repenser comme ça parce que les choses ont évolué comme ça. Et quand je dis un, quand tu vois les érudits qu'on a chez nous, c'est pas seulement un. Moi, quand je m'assieds avec mes chouurs, alors que je suis moins savant, plus jeune, tout ce que vous, ils posent des questions par rapport à ce qui se passe maintenant pour être au fait des événements et nous encouragent à innover en matière de discours, de comment on présente l'islam. Parce qu'en fait, dans leur perspective à eux, c'est pas une question de Mouridia, c'est une question d'islam. C'est une question de présenter Cheikh Khadim comme étant une autorité spirituelle classique de la communauté musulmane et qui répond à des problématiques modernes. Et wallah, je jure que même dans 150 ans, il y aura encore ça. Mes petits-enfants le verront, mes arrière-petits-enfants le verront, jusqu'à ce que l'imam Mahdi vienne. Et ça, c'est une certitude. Il y a qu'à voir comment est-ce qu'on pense Touba. Touba, il y a une dynamique à Touba que les gens ne connaissent pas. Vos écoles n'ont, par exemple, Touba a combien? Peut-être pas 150 ans, mais pas loin. C'est maintenant qu'on pose la question, en fait, je crois, il y a 2 écoles françaises à Touba. C'est maintenant qu'ils vont commencer à poser la question des écoles françaises là-bas. À la base, on ne veut pas d'école française à Touba. Les écoles à Touba sont soit franco-arabes, soit c'est des écoles des majalis traditionnels avec un enseignement traditionnel. Vous avez des gens à Touba, comme le dit M. Rantadieu, pour le coup, il a pas tort, qui vont apprendre les mathématiques en langue arabe.
Cette erreur de prospective récurrente résulte en partie au moins de la faible prise en compte, voire de l'ignorance de la bibliothèque mouride en général et de la pensée religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba en particulier dans les études consacrées aux multidimensions de la tariqa. Effectivement, c'est vrai. Par exemple, ils ne prennent pas en compte que on a quelqu'un comme Sibn Bakim Bousso. Vous savez pas c'est qui c'est? C'est un savant extraordinaire, astronome, mathématicien, juge. C'est quelque chose, c'est subhanallah, philosophe. Vraiment, c'est extraordinaire. Et les gens qui sortent de Bousso, par exemple, l'un des plus grands mouftis, des plus grands faqih qu'on a aujourd'hui, c'est Serigne Murtada Bousso, qui a étudié évidemment à Touba et aussi qui a étudié à Nabaria. C'est une autorité. On l'a invité en fait en Algérie à faire un petit discours entre le Maghrib et le Aïcha dans une mosquée. Quand il a terminé, on lui a dit de diriger la prière. Cette pensée est le résultat d'un long processus de formation qui a doté le cheikh des ressources spirituelles qui ont permis une analyse lucide du contexte historique qui a apparu à la fin du XIXe siècle, à une rupture radicale avec les réponses traditionnelles de l'islam face aux mutations complexes induites. Alors, je suis pas d'accord avec le terme de rupture radicale. Pour moi, c'est une continuité. Face aux mutations complexes induites par l'ouverture de la Sénégambie au monde atlantique. Le défi posé aux lettrés de l'époque était d'apporter une réponse efficace à la quête de paix et à l'angoisse métaphysique des populations plongées dans le désarroi causé par une débauche de violence sans solution de continuité des régimes dynastiques au pouvoir colonial. La réponse originale que le cheikh apporte à la question résulte de sa formation et de ses efforts personnels d'ascension spirituelle. Autour de ses 20 ans, Cheikh Ahmadou Bamba était déjà familier avec les différentes branches du savoir religieux et de la science mystique. Toutes les sources concordent sur la précocité de ses performances académiques et de son orientation vers une vie spirituelle contemplative. Il ne manque pas d'adresser une vive critique aux marabouts, donc aux chouyours qui sont ses contemporains, en des termes très durs. Car c'est un fait évident que la plupart des cheikhs de notre époque sont des fourbes et des coquins. Il y en a parmi eux qui ont une propension à dominer, cherchant sans scrupule à subjuguer les esprits par leur ascendant. Et cela sans savoir distinguer entre les obligations divines, al-fara'id, et les traditions prophétiques, al-sunan. Ça correspond vraiment à notre époque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une critique, par exemple, à faire de personnes qui se prétendent chouyours, même au sein de la Mouridia. En fait, tu n'as pas à être là, tu es un tartuffe. Ces vilains rusés, se targuant de perfection et de sainteté, accablent les gens par leurs multiples et diverses relations. En 1881, année du rappel à Dieu de son père, il était déjà un fin lettré musulman réputé pour son érudition, sa piété et sa distance vis-à-vis des pouvoirs établis. Poursuivant ses méditations soufis, il entreprit un voyage qui le conduisit à Ndar, appelé Saint-Louis, en Mauritanie, pour visiter les grands centres de la Qadariya, de la Chadiliya et de la Tijaniya. Je rajoute en fait Qadariya, Chadiliya et Tijaniya parce que c'est une choule de la famille. Il a donc reçu le wird de son père et rencontré des cheikhs les plus éminents de cette confrérie soufie. Ce que m'a dit moi mon Sérin Abdullahad, c'est qu'en fait il cherchait plusieurs versions dans un but d'authentification. D'autres disent en fait qu'il rassemble des hassanides. D'ailleurs, la pratique aujourd'hui chez les mourides, il y a certaines personnes qui cherchent en fait à conserver les différents hassanides et les différentes versions du Ourid Mahfouz. Des difficultés dans ses relations avec sa parentèle l'amenèrent à fonder à quelques encablures de Mbaké Baol le village de Darussalam en 1886, puis de Touba en 1888 et 1889. C'est le projet de sa vie, Touba. Le projet de sa vie, c'est de faire de Touba en fait une ville-nation dont la moelle, l'essence est la religion. Le caractère novateur de ses prises de position et son attitude radicalement critique à l'endroit des pouvoirs établis, politiques et maraboutiques, attirèrent à Cheikh Ahmadou Bamba les masses confrontées à la déliquescence des structures socio-économiques et politiques, au brouillage de leur repère culturel, à l'autoritarisme et à la brutalité du régime colonial en mal de légitimité. Il y a une chose, en fait, dont les mourides se targuent, c'est de ne pas être, comment dire ça, de n'avoir aucun complexe. Inscrivant son action dans la ligne des mystiques soufis, instruits par son expérience des états dynastiques comme théocratiques.
Cheikh Ahmadou Bamba ne cesse d'affirmer qu'il n'avait besoin de rien en ce bas monde futile et périssable. Le marabout aura beau protester que la guerre sainte dont on l'accuse n'a d'autre Le marabout aura beau protester que la guerre sainte dont on l'accuse n'a d'autres armes que les livres saints de l'islam et son chapelet, l'interprétation de son message et de ses pratiques d'une part, de ses disciples d'autre part, de ses pratiques d'une part par ses disciples et d'autre part par l'autorité coloniale, conduit inexorablement à la confrontation. L'obéissance stricte de ses disciples à ses ordres exclusivement basés sur le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam s'accommode mal avec les exigences des agents subalternes d'une administration coloniale souffrant de la relative fragilité de son hégémonie. Jusqu'à son exil au Gabon, Cheikh Ahmadou Bamba a résolument opté de prendre ses distances vis-à-vis des pouvoirs politiques de son époque, consacrant son temps à l'éducation de ses disciples et à la quête d'Allah. Son refus des honneurs, de la critique radicale qu'il développe contre certains leaders religieux de son temps, trop soumis au pouvoir temporel, au point de dévier des recommandations divines, constitue autant de ruptures qui finalement conduisent à l'émergence et à l'essor de la Mouridia. Il demeure la figure emblématique de la confrérie dont l'implantation dans l'espace colonial et l'organisation ont reposé sur les épaules de ses premiers disciples. Il y a une chose chez les mourides, c'est que vous ne verrez pas un mouride vous dire qu'il y a quelqu'un qui est dans, c'est-à-dire que le cheikh, c'est Cheikh al-Khadim. La relation qu'on a avec le prophète, alayhi salatu wassalam, c'est par Cheikh al-Khadim. Toute personne qui nous relie à Cheikh al-Khadim vivant est un muqaddam et un cheikh de Cheikh al-Khadim. C'est-à-dire que, on ne fait bay'a, allégeance à quelqu'un, donc dans une perspective soufie classique, que parce qu'on voit en lui le hal, les états, la réalité de Cheikh al-Khadim qui nous fait rentrer dans la mahabba, dans l'amour du prophète, alayhi salatu wassalam. C'est comme ça qu'on voit cette perspective-là. Ce qui est très 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 proche, par exemple, de la vision qu'ont les Tidjani en fait de leur organisation confrérique. Instruit par les maîtres les plus compétents de son époque, il s'est révélé un étudiant particulièrement doué. Toutes les sources concordent sur ses capacités d'assimilation dans les différentes branches du savoir religieux. La verve poétique dont il a fait montre très précocement avec l'écriture en 1894 de Masal Kul Jinan, un traité de 1562 vers est mise au service de la quête mystique. C'est, on va dire, l'équivalent d'une thèse de doctorat que tu fais en fin de cycle, pour faire simple. Cheikh Ahmadou Bamba développe une critique radicale des savoirs de son temps qu'il juge incapable de conduire l'aspirant mouride à la lumière divine. Il chemine vers l'élaboration d'une voie de rupture avec les traditions scolaires de son époque. L'approche pédagogique nouvelle qu'il propose dans ses écrits est expérimentée dans l'école de Mbacké Kadior dirigée par son père. En quête d'Allah par une autre voie, il a lu les fondateurs de la mystique islamique populaire et versifié nombre d'ouvrages en prose d'Abou Hamid Mohammed ibn Mohammed al-Ghazali, l'imam Ghazali connu, de Mohammed ibn Ali al-Sanoussi, d'Abdurrahman al-Akhdari, pour les rendre accessibles au plus grand nombre de disciples avant la rédaction de son œuvre fondamentale sur la science mystique, Masal al-Jinan. En fait, c'est la première partie de sa vie. L'autre partie de sa vie, justement, il a d'autres œuvres. En fait, les écrits de Cheikh al-Khadim sont divisés en deux par les spécialistes, par nos savants. La période post-exil, du moins plus précisément post-année de l'exil, et les écrits après l'année de l'exil. En fait, cette partition des écrits en deux c'est pas un ijtihad de nos ulama, c'est Cheikh radiyallahu anhu lui-même qui l'a fait, en disant que ces écrits après l'exil ont une baraka ou une dimension spirituelle que n'ont pas ceux d'avant. Il est demeuré fortement attaché à Abdul Qadir al-Jilani, le fondateur de la Qadariya. Il pratique le wird de la Chadiliya, puis celui de la Tijaniya. La rencontre avec les célébrités de la mystique soufie lors d'une longue pérégrination entre le Sénégal et la Mauritanie, entreprise après le rappel à Allah de son père, n'a souffert point sa foi spirituelle. Il date la prise de son autonomie spirituelle et son rattachement immédiat avec le prophète alayhi salatu wassalam de 1894, affirmant que le Coran est devenu mon wird. Probablement, c'est au cours de l'exil également que ses disciples poursuivent l'expérience de l'organisation et la consolidation de la communauté en construction. Tout ce qui est dit là, on va le développer en fait dans l'ouvrage en réalité. Ça, c'est une présentation historique faite par Ibrahim Choub, le professeur Ibrahim Choub, qui nous semble pertinent en fait de développer parce que ça nous permet de recontextualiser. Alors pour le coup, elle est assez longue. Je suis désolé. Je savais que ça serait long. Je ne pensais pas que ça serait aussi long.
Les gens qui regardera le replay, Inch'Allah, qu'ils arrivent à suivre. Désolé pour la longueur. Probablement, c'est au cours de l'exil au Gabon que ses disciples poursuivent l'expérience de l'organisation et la consolidation de la communauté en construction. Dès cette époque, l'étau social de la Mouridia est constitué et l'intégration dans les logiques économiques de son temps fort avancée. Les bases matérielles et spirituelles de la création de la confrérie sont alors largement consolidées. À son retour au Sénégal, Cheikh Ahmadou Bamba trouve une communauté que les cheikhs qu'il a consacrés ont travaillé avec une efficacité remarquable. Euh, Effectivement, si on prend ne serait-ce que Cheikh Ibrahim Afal et Cheikh Ibrahim Fatim Baké, ce qu'ils ont fait était extraordinaire. Sur le plan économique, c'est-à-dire que la dynamique économique que l'on trouve aujourd'hui chez les Mourides prend racine dès cette époque-là. Pour donner cohérence et efficacité à sa confrérie naissante, Cheikh Ahmadou Bamba institutionnalise le modèle de formation des hommes initiés depuis l'école de Mbacké Kadior, prenant en charge aussi bien l'instruction que la formation de la personnalité en vue d'une intégration réussie dans une communauté spécifique, celle des aspirants mourides, la tarbiya. Cette orientation passe alors par une révolution pédagogique rompant avec l'accès formel au savoir au profit de l'acquisition d'une méthode d'ascension vers le divin. L'identité communautaire se forge dans la mise en œuvre d'une nouvelle discipline avec des comportements et attitudes spécifiques. Mam Thierno Birahim Mbacké, Serigne Mbacké Mbousso, Serigne Dame Abderrahmane Lo sont des figures les plus éminentes de cette pédagogie. Eux, c'est des ulémas. C'est des savants, ils trônent sur le toit de la science. La communauté en train de se constituer reçoit des adeptes de tous âges, venant de milieux sociaux les plus divers. Pour la doter d'un minimum de cohésion, il fallut assurer leur socialisation en prenant en compte cette diversité. Ce modèle mis en œuvre comportait 3 étapes. La tarbiya, éducation de l'âme. La tarbiya, pour faire assez simple, c'est le fait de guider quelqu'un par des méthodes et des conseils pratiques spécifiques de la part de quelqu'un qui a les compétences spirituelle de te donner la médication adéquate en tant que personne qui est demandeur d'une éducation. La tarqiya, l'élévation de l'âme, ça, c'est ce que fait le cheikh qui est dans les plus hautes stations lui-même, qui par ne serait-ce que par son agrément, son amour, son regard, peut t'élever spirituellement. La tasfiya, l'ascension vers la purification de l'âme. La tasfiya, c'est vraiment en fait récupérer les meilleures qualités et s'en habiller. Au-delà de la soumission, islam, il s'agit de gravir les échelons qui mènent à l'ascèse, au dévouement, iman, et mieux au don de soi, ihsan. L'éducation reçue participe à l'intériorisation de l'identité confrérique, cet enseignement qui ne sépare jamais l'énoncé doctrinal du culte du travail, exposant une vaste typologie de règles de politesse, adab, fondées sur la notion d'héritage prophétique. Il illustre avec précision les étapes et les épreuves redoutables du voyage spirituel. Mais si cet itinéraire est d'abord une montée vers Allah, il ne trouve son accomplissement que dans le retour vers les créatures, la khidma. Concrètement, c'est ça la khidma. Faisant ainsi du disciple un exemple parfait de la synthèse entre le spirituel et le temporel. C'est ainsi qu'en fait, il faut comprendre que dans la perspective mouride, le tajdid, donc cette remise à neuf, cette revivification a pour c'est-à-dire que il y a contemplation de manière indubitable, indiscutable, mais la contemplation est dans l'action. C'est-à-dire que tu contemples le divin dans l'acte que tu fais, que cet acte soit social ou que ça soit une ibada. Il y a pas tu ne fais plus de distinction entre la ibada au sens formel et l'acte quotidien. La Mouridia de Cheikh Ahmadou Bamba résulte de sa décision de fuir un monde rendu invivable par la décrépitude de ses valeurs et ravagé par les effets dévastateurs de la traite atlantique, des esclaves et la mainmise coloniale sur la Sénégambie. En fait, la dimension décoloniale de la Mouridia est prégnante. Maintenant, il faut savoir formuler en fait ce principe décolonial. On le fait au fur et à mesure, c'est pas évident parce qu'il y a une réflexion profonde sur la question.
Aujourd'hui, dans la sphère décoloniale, on n'a pas encore trouvé les réponses à cette libération en fait du colon, de la colonisation. On est encore imprégné justement de cette idée, j'ai envie de dire fanonienne, que la libération en fait du colonisé ne se fait que sur le cadavre du colonisateur. Wa alaykoum salam. Et la vision justement de Cheikh Khadim, elle est pas de cet ordre-là. Elle est pas dans cette dualité, dans cette dimension conflictuelle. Tu peux te libérer de toute influence, de toute aliénation, en fait, en cheminant vers Allah Ta'ala. C'est-à-dire que la réponse est spirituelle, elle est métaphysique. Et tu n'as pas besoin d'être dans le conflit avec l'autre. Même, mieux que ça, tu peux lui pardonner. Parce que Cheikh, en fait, a pardonné à tous ses ennemis, sans exception. À commencer par les colons. Donc en fait, c'est tout à fait envisageable. Et dans une perspective, dans l'époque où on est justement de méditer sur le colonialisme et sur la décolonisation, cette réponse-là, islamique, est d'une pertinence et conforme en fait aux attentes en fait des individus. La communauté qui ainsi se constitue à la fin d'un siècle de troubles a bâti sa cohésion dans la foi inébranlable parce que reposant sur le Coran et la Sunna et sur la construction d'une mémoire de rupture et d'une culture de la distance qui lui permettait d'imprimer son empreinte sur son environnement social et religieux. Il y a vraiment effectivement cette question en fait, c'est pas modifier son environnement, c'est de marquer son environnement en étant en harmonie avec lui. Ces leaders ont interprété avec efficacité les nouvelles données politiques et économiques pour trouver un modus vivendi avec le pouvoir temporel sans aliéner l'autonomie religieuse, spirituelle et culturelle de la communauté. Toute personne qui connaît le Sénégal et l'influence des confréries sait que ce n'est pas le pouvoir politique qui a le pouvoir réel au Sénégal. En tête de cela, Touba et son khalife. Le pouvoir réel est dans les mains des religieux. Et ceux qui essayent de mettre à mal cela aujourd'hui, ils vont trouver une réponse non seulement efficace, en leur disant vous ne pouvez pas retourner le pays. Parce que ne serait-ce qu'en matière de capacité de maintien de l'ordre, chaque confrérie est capable de mettre en place un service de maintien de l'ordre. Les mourides a fortiori. Il suffit qu'un chef religieux dise on arrête tout ça. Calmez-vous. Il y a une grève. Un chef religieux dit non mais vous êtes en train de mettre à mal le pays. C'est quoi le problème? Oui, mais Serinbi, ils font ça. Si tu nous demandes, wallahi, littéralement, si tu nous demandes de reprendre le travail, on reprend le travail. Reprenez le travail. C'est quoi vos griefs vis-à-vis d'eux? Oui, mais ils veulent pas nous payer parce que si, parce que ça. D'accord. Toi, pourquoi tu les payes pas? Fini. Problème réglé en une demi-heure, 1 heure. Et ce que je dis là, c'est pas une image. C'est déjà arrivé plusieurs fois. C'est arrivé, par exemple, qu'il y a la grève des transporteurs, et que Ferou Muntaka demande aux camionneurs, vous comptez faire grève, en fait, le jour du Magal de Porokhan? Wallahi. Ils disent, Serinbi, Wallah, le jour non, vous pourrez circuler, il n'y a pas de problème. Par contre, quand les autorités religieuses font ça, ils rappellent aussi aux autorités en place. Arrêtez vos bêtises. Nous sommes satisfaits de vous tant que vous maintenez les liens de parenté, tant que vous maintenez la paix sociale. Dès que vous êtes en contradiction avec la paix sociale, il y a un problème. Le fondateur de la confrérie est ainsi devenu l'une des figures emblématiques de la résistance culturelle et non violente à la domination coloniale et le refuge de tous ceux, déboussolés par les turbulences politiques et sociales, cherchent protection auprès d'un maître pour donner sens à leur vie. Son rappel à Allah, survenu le 19 juillet 1927, n'a pas freiné le déploiement de la confrérie. La dynamique de rupture portée par la pensée religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba
que ni Merlin, ni Marty, encore moins leurs épigones, ne pouvaient envisager, a impulsé l'expansion fulgurante de la confrérie qui n'a toujours pas fini d'impressionner les chercheurs de la confrérie. Faire connaissance avec cette pensée est une des clés de compréhension de la longévité de cette confrérie contre laquelle se sont ligués tous les pouvoirs politiques et administratifs de la Sénégambie de la fin du 19e siècle. La Mourdia, quintessence, réalité et perspective d'avenir que les éditions Darul Himma offrent à lire au public francophone, donc l'accès à la pensée religieuse de Cheikh Ahmadou Bamba. L'auteur, Cheikh Mohamed Mourtada, fils Ibn Sirin Cheikh Fatim Fall Mbacké, il démontre que la mission du Cheikh ne peut se réduire à ses dimensions temporelles, politiques et économiques pour en occulter la partie primordiale qui lui a permis de faire échec à toutes les tentatives d'éradication. C'est là une œuvre de salut public pour ceux qui sauront inscrire l'ouvrage dans le temps du monde sans en altérer l'essence. En cela, elle apporte une pierre de taille à l'édifice du renouveau culturel, intellectuel et éducatif de la confrérie et participe de la réappropriation d'un riche patrimoine immatériel et matériel occulté par la bibliothèque coloniale. En nous introduisant à la dimension spirituelle de la vie et l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba, Cheikh Mohamed Mourtada Ibn Sirin Cheikh Fatih Fall Mbacké jette une vive lumière sur les fondements spirituels de la tariqa, ses réalités contemporaines et ses futurs possibles. C'est certainement là que réside l'intérêt majeur de l'ouvrage qui aborde les aspects quelque peu ignorés ou négligés par la recherche sur la confrérie. Celle-ci davantage à consacrer ses efforts vers la compréhension de sa dynamique économique, ses fonctions idéologiques et son organisation sociale, son poids dans la vie politique. La focalisation sur ces thèmes a amené la recherche à privilégier les sources externes, celles principalement produites par l'administration coloniale. La traduction de l'ouvrage de Cheikh Mohamed Mourtada en langue française contribuera à renforcer la rupture épistémologique inaugurée par les travaux de Cheikh Anta Babou, de Cheikh Gueye, par le Clofik. Merci. Cheikh Abdelaziz Gueye. Voilà, c'est lui le nom que je cherchais tout à l'heure, c'est Cheikh Abdelaziz Gueye. Touba, la capitale des Mourides, à Paris, Kartala. En fait, je crois que c'est sa thèse de doctorat, en fait. Donc, c'est un docteur en géographie. De Diaoufaï, qui, sans ignorer les sources externes, ont ouvert la voie à une forte mobilisation des sources internes dans les recherches universitaires consacrées à la Mouridia. Cheikh Anta Babou a écrit un livre, en fait, c'est aux États-Unis qu'il a écrit ce traité. Je me rappelle plus du titre de l'ouvrage. Je crois que c'est, j'ai oublié le nom. Cheikh Anta Babou. Vous avez trouvé, il y a un deuxième livre qui est édité. Mais en fait, ce qui était intéressant dans ses travaux déjà à l'époque, c'est qu'il est allé consulter en fait les savants en fait, notamment sur un certain nombre de questions internes à la confrérie, comment la succession s'est faite, etc. En fait, il a fait un travail où il a questionné en fait les différentes familles de savants, tout simplement. Donc c'est dans le champ de la recherche universitaire, parce qu'en fait, justement, Inch'Allah, là je vais pas m'attarder dessus, je vais en parler. De toute façon, j'en parlerai tout le long en fait de cette lecture-là. Mais c'est vrai que dans le champ de la recherche universitaire, l'approche est différente de l'approche plus traditionnelle. Et au sein des ulémas mourides classiques traditionnels qui sont sortis justement des daras, est en train d'émerger une approche classique de commentaire des textes des ouvrages de Cheikh. Et ici en France, avec justement le centre islamique de Touba Taverny, on s'inscrit dans cette démarche-là, mais en langue française, où les commentaires sont édités, où en fait il y a la traduction et il y a le commentaire avec une approche classique en renvoyant grandes références de l'islam lorsque tel concept est évoqué, etc. La dynamique ainsi enclenchée par la traduction en langue française des sources internes de la confrérie devra se poursuivre pour enlever à toute étude sur la confrérie le prétexte de l'obstacle linguistique. Quant à la prise en compte de la dimension religieuse de la pensée de Cheikh Ahmadou Bamba, il est ici important de mettre en exergue la portée pédagogique et la rigueur de l'approche méthodologique de Cheikh Mohamed Mourtada. Dans l'ouvrage, il n'est pas une seule assertion portant sur un aspect de la vie du Cheikh ou de ses enseignements
qui n'est illustré par une citation renvoyant à des références solidement établies dans l'œuvre du fondateur de la confrérie. Vous verrez systématiquement le Cheikh maintient sa position euh, 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 par des vers de Cheikh al-Khadim, radiyallahu anhu. Ce choix méthodologique a permis d'orienter le lecteur francophone vers un corpus de textes qui éclaire la dimension exclusivement religieuse de l'œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba. L'intérêt de l'ouvrage original en langue arabe et celui de sa traduction en langue française tiennent également au contexte de leur réalisation. La vie de la confrérie est aujourd'hui marquée par des initiatives remarquables de renouveau du projet éducatif, intellectuel, scientifique mouride. La construction de la grande bibliothèque de Touba sous le khalifa de Serigne Abdelhad Mbacké, Dar el-Kamil, l'implantation à l'échelle du pays des instituts Al-Zahar par Sir Murtada Mbacké, la constitution immense des Daïra, Hizb ut-Tarqiyyah et Rawd al-Rayahin. Donc ces deux derniers groupes-là en fait font un gros travail de traduction ou d'édition en langue arabe avec des commentaires des ouvrages. Et la traduction et la diffusion des textes mourides en sont des moments significatifs. Le projet phare de l'actuel Khalif général, Sir Muntaka Bashir Mbacké, portant construction du complexe Cheikh Ahmadou Khadim pour l'éducation et la formation, vient couronner la mise au temps du monde des meilleures traditions de l'école de Mbacké Kadior. En fait, concrètement, l'université est lancée. Par exemple, Serigne Ahmadou, qui est le fils de Cheikh Mohamed Murtada, qui enseigne là-bas. Et en fait, ils enseignent dans des classes, mais avec une méthode traditionnelle. Une fois, j'étais passé là-bas, je l'ai visité, il était en train de donner des cours, littéralement, en langue arabe à ses œuvres. Il ne fait pas de doute que toutes ces institutions contribueront à la traduction et à la diffusion des œuvres majeures de la bibliothèque mouride. Cette école n'est ni occidentale ni orientale. Elle est mouride, donc islamique et africaine. Elle est mouride, donc islamique et africaine. L'enjeu est de taille. Outre les services rendus aux chercheurs non arabophones, l'initiative de traduire cette œuvre perpétue la fidélité au message religieux de Cheikh Ahmadou Bamba pour se prémunir contre la perversion, la falsification et l'altération que facilite largement l'uniformisation des cultures et le réformisme religieux porté par la mondialisation contemporaine diffusée par des technologies numériques d'une redoutable efficacité. Il est évident qu'aucune communauté ne se préserve de ces menaces par l'enfermement géographique ou la sanctuarisation spirituelle. Le contexte contemporain appelle une réponse dynamique et ouverte aux opportunités, menaces, défis et agressions de toute nature que les mobilités mondialisées posent aux identités communautaires. C'est là que gît l'urgence et la nécessité de mettre à la disposition du grand public et des chercheurs des écrits du Cheikh dans des langues véhiculaires du monde. Des recherches qui, depuis des décennies, travaillent la trajectoire historique et la complexité réalité contemporaine de la confrérie dans toutes les disciplines et en diverses langues, en tireront un profit académique considérable. Professeur Ibrahim Choub, historien, ancien recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et Cannes. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Et désolé d'avoir été aussi long. Les prochains cours, les prochaines lectures ne seront pas aussi longs. Alhamdulillah Rabbil Alamin.